Vous écoutez l'épisode 148 du podcast Mes trucs de prof, dans lequel je décrypte ce qu'est une posture réflexive et je vous donne quelques pistes pour vous permettre de l'adopter. Je suis Émilie Lefatan, je suis formatrice et coach professionnelle spécialisée dans l'accompagnement des professionnels de l'enseignement, de l'éducation et de la formation. Et dans le podcast Mes trucs de prof, je partage avec la communauté enseignante des réflexions, des conseils, des découvertes, avec l'intention de réfléchir et de faire réfléchir, de remettre du sens et du bien-être dans les pratiques et par ricochet dans la vie des élèves. Mes trucs de prof est disponible sur toutes les plateformes et également sur le site mestrucsdeprof.fr. Et si vous avez envie de travailler avec moi, je vous propose de faire un tour sur mestrucsdecoach.fr pour découvrir les différents accompagnements que je propose, qu'ils soient individuels ou collectifs. Alors, je vous le dis en intro des podcasts, j'aime réfléchir et j'aime faire réfléchir. Et c'est souvent dans cette optique que je vous propose mes sujets de podcast d'ailleurs. Parce que je pense que c'est ce qui nous permet de nous émanciper, de vraiment penser par nous-mêmes dans notre pratique et de pouvoir réajuster notre pratique, nos gestes en fonction de ce qu'on vit dans le réel et de ce qu'on observe. Alors aujourd'hui, je vous propose un épisode un peu méta, c'est-à-dire un épisode qui va nous permettre de réfléchir sur la réflexion et je vais m'interroger sur ce qu'est une posture réflexive. Je vais essayer de dérouler le fil de ma pensée et de vous donner petit à petit des éléments de plus en plus concrets pour que vous puissiez vous en emparer pour ensuite volontairement, délibérément même, adopter une posture réflexive. Parce que dans posture réflexive, il y a déjà cette idée de posture. Et pour moi, une posture, c'est une façon d'être, de faire et de penser, mais qu'on adopte délibérément. Et donc pour ça, il faut en avoir conscience. Et ensuite, cette posture, elle va être réflexive parce qu'elle va porter sur la réflexion. D'ailleurs, adopter une posture réflexive est une compétence qui apparaît dans le référentiel de compétences des métiers du professorat et de l'éducation et elle est formulée ainsi: réfléchir sur sa pratique, seul et entre pairs, et réinvestir les résultats de sa réflexion dans l'action. Donc on a bien là une idée de réfléchir à ce qu'on fait et ensuite, grâce à cette réflexion, d'être capable de modifier dans l'action, donc dans ce qu'on fait, dans nos gestes professionnels. C'est l'une des attentes des formateurs et des formatrices qui viennent visiter des collègues qui débutent par exemple, mais c'est également une compétence donc essentielle quand on enseigne ou quand on forme. Parce que finalement, c'est cette posture qui va permettre de s'adapter, d'affiner, de réajuster sa pratique en fonction du besoin de ses élèves, mais pas seulement. C'est une manière de pouvoir se servir de son vécu professionnel pour pouvoir apprendre, pour pouvoir continuer de progresser, pour pouvoir modifier les pratiques, pour évoluer aussi vers ce à quoi on aspire. Et comme je suis convaincue que tout s'apprend, je suis également convaincue que cette posture réflexive, tout le monde peut l'acquérir et que tout le monde peut la développer. Je crois que c'est une des choses que je préfère faire d'ailleurs, c'est réfléchir à comment on enseigne ce que l'on n'enseigne jamais. Comment on peut décomposer et redonner une structure aux choses pour que chacun et chacune puisse s'en emparer, puisse se l'approprier, puisse le transmettre. Pourquoi ? Parce que parfois, on a des attentes professionnelles vis-à-vis des personnes en termes de posture, mais finalement, dire « on attend que vous développiez une posture réflexive », pour moi, ça signifie que si la personne à qui on le dit en face nous dit comment on fait en fait pour adopter cette posture, on doit être en mesure de pouvoir lui enseigner, de pouvoir lui dire ce qu'il y a derrière et pas juste lui répondre tu réfléchis à ce que tu fais. Moi, l'idée, c'est de se dire, finalement, si je veux adopter une posture réflexive, quels sont les critères de réussite qui vont valider à la fin que j'aurai réussi à adopter une posture réflexive ? Comment ça se développe ? Comment je fais pour réfléchir sur ma pratique ? Qu'est-ce que je regarde ? À quoi je réfléchis ? Et c'est seulement
quand on a des pistes de réponse, qu'on peut délibérément se mettre dans cette posture réflexive. Il n'y a pas cette idée de il y en a qui l'ont et il y en a qui l'ont pas. Il y en a qui savent et il y en a qui savent pas. Non, il y en a peut-être qui savent déjà parce qu'ils l'ont acquis par ailleurs. Mais si je ne sais pas comment adopter une posture réflexive ou si je n'ai pas conscience que je suis déjà dans une posture réflexive, je dois pouvoir soit l'apprendre, soit en prendre conscience. Et c'est ça qui permettra ensuite de pouvoir adopter cette posture de manière volontaire, intentionnelle, puisque, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le propre d'une posture, c'est que c'est une sorte de façon d'être et de penser que l'on peut intentionnellement revêtir. Et donc pour certains, la posture réflexive, elle est déjà acquise avant d'entrer dans le métier parce que peut-être que c'est une posture qu'ils ont déjà par ailleurs ou parce qu'ils l'ont développée lors d'expériences professionnelles antérieures, voilà. Et puis pour d'autres, c'est en construction ou c'est à construire ou quand ils entrent dans le métier. Donc adopter une posture réflexive, c'est sortir de j'applique tout simplement, je suis des choses qu'on m'a dit de faire, je suis une recette ou j'applique ce qu'on m'a dit, pour commencer ensuite à se voir faire, se regarder faire et à chercher comment faire mieux ou comment faire autrement ou comment faire différemment, comment s'adapter, comment se réajuster. Donc, j'ai envie de décortiquer un peu ce processus pour vous permettre de mieux comprendre ce qu'il y a derrière cette posture. Soit ça vous permettra de vous rendre compte que vous avez déjà adopté cette posture peut-être de manière intuitive, mais que vous n'en aviez pas conscience. Et dans ce cas, l'identifier vous permettra de pouvoir y travailler en conscience. Soit ça vous permettra de comprendre comment vous pouvez l'adopter ou la développer. Et puis peut-être aussi que en écoutant ce que je vais vous raconter, vous ne serez pas tout à fait d'accord, que vous trouverez que ça mériterait d'être un peu complété. Et dans ce cas, vous pourrez m'en faire un retour pour que moi aussi je puisse m'améliorer. Alors finalement, adopter une posture réflexive, qu'est-ce que c'est ? On pourrait penser qu'il s'agit simplement d'une analyse réflexive qu'on va fournir à l'issue d'une visite, par exemple, et seulement dans le cadre d'un entretien quand il y a une personne qui vient visiter notre classe. Et je me rends compte aussi que c'est quelque chose qui stresse parfois les collègues, notamment les collègues stagiaires ou néo-titulaires, quand on vient les voir, parce que ils et elles sentent qu'il y a un sujet, qu'il y a une attente, mais ne savent pas forcément comment y répondre. Donc si on me demandait finalement comment on fait pour adopter une posture réflexive, voilà, je pense ce que je répondrais. Je pense que je répondrais qu'adopter une posture réflexive, c'est se mettre dans un état d'esprit et une façon de regarder ce qu'il se passe dans le réel de la classe ou de sa pratique pour pouvoir comprendre, avancer, progresser ou continuer de la même façon. On n'est pas toujours obligé de faire mieux, mais en tout cas, de pouvoir jauger où on en est et si on va toujours dans la bonne direction, en tout cas celle qu'on a choisie. Donc adopter une posture réflexive, c'est donc se mettre en posture méta, comme je vous disais en introduction, pour pouvoir regarder ce qu'il se passe, se poser des questions, observer ce qu'il se passe chez les élèves, chez les apprenants, mais également chez nous, dans nos émotions, regarder les décisions que nous avons prises et les effets qu'elles ont eus dans la classe ou dans le concret. C'est se demander si les effets obtenus, au final, correspondent aux effets désirés, à nos intentions. Est-ce que ce qu'on a obtenu en faisant tel et tel choix ou en prenant telle et telle décision, en donnant telle et telle consigne, ça a eu un effet sur les élèves, sur la classe, etc. Et est-ce que c'est ce qu'on voulait ? Et ensuite, si c'est pas ce qu'on voulait, est-ce que c'est mieux, moins bien ? Enfin voilà. Et donc pour mesurer l'écart avec nos intentions, il faut déjà avoir eu des intentions. Et concernant la question des intentions, je vous invite vraiment à aller écouter ou réécouter l'épisode 82 du podcast qui s'appelait « Enseigner égale dilemme et intention ». Donc la posture réflexive, quand on enseigne, elle peut s'appliquer à la classe et à son enseignement, bien sûr, mais elle peut également s'appliquer aux entretiens avec les parents. Et là, je vous invite à écouter l'épisode précédent, à ses corrections, à sa préparation, aux réunions, etc. Donc dans cet épisode, je vais me concentrer surtout sur la pratique de classe, mais vous pourrez décliner le ou les questionnements que je vous propose ou qui vous viendront à différents champs.
Donc la posture réflexive, elle implique qu'à un moment donné, il faudra analyser le réel, analyser ce qu'il s'est passé pour pouvoir imaginer ce qu'on peut faire ensuite, comment on continue ou comment on réajuste. Ça, c'est le feedback qu'on se fait à soi-même et qui est nécessaire pour avancer. Une chose qu'il est important d'ailleurs de pouvoir faire quand on est en posture réflexive, c'est de ne pas uniquement se concentrer sur ce qui ne fonctionne pas et qui doit être amélioré, parce que c'est pas bon pour la motivation et la confiance en soi de constamment ne regarder que ce qui ne va pas. On a besoin aussi d'être en capacité de voir ce qui fonctionne et de voir ce qui fonctionne moins bien. Mais il faut être capable de faire les deux. Donc ce que je vous suggère, c'est donc d'aller identifier vos points d'appui en premier quand vous analysez une pratique professionnelle. C'est important de pouvoir se dire, ok, ça, je le fais bien, ça fonctionne, ça, je le garde, je ne pars pas de zéro. Et ça permet aussi d'être dans de meilleures dispositions pour analyser le reste sans tout critiquer et sans se démoraliser. Quand il y a une chose qui ne va pas, ça ne veut pas dire qu'il y a tout acheté à la poubelle ou que toute la séance ne fonctionnait pas. C'est important de pouvoir entrer dans le détail et de se dire, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui a moins bien fonctionné. Ensuite, on peut essayer d'identifier donc les points qui ont moins bien fonctionné pour tenter de trouver des alternatives. Donc au début, on ne va pas forcément trouver tout de suite les réponses et on ne voit pas forcément tout aussi ce qui se passe, donc on n'a pas tout de suite d'éléments de compréhension. Et ça aussi, ça s'apprend, ça se développe, mais aussi beaucoup par l'essai-erreur. Et comme on ne peut pas être partout et tout faire et tout voir, plus on automatise certains gestes, plus on se laisse un petit peu d'espace mental pour pouvoir observer le reste et voir les choses. Donc on ne voit pas tout au début et c'est normal. Si par exemple vous êtes dans une séance, expérimentée ou pas, vous êtes dans une séance où vous avez énormément de matériel à gérer, c'est une séance que vous faites pour la première fois, vous n'êtes pas sûr de toutes vos phases, etc., à la fin de la séance, vous n'aurez pas forcément vu tout ce qu'il y a à voir parce qu'une partie de votre cognition aura été occupée à gérer tous ces éléments matériels-là. Voilà, ça c'était pour illustrer le fait qu'au début on ne voit pas forcément tout et c'est normal. Et puis, adopter une posture réflexive, c'est un ensemble de gestes professionnels, c'est une façon d'être et de regarder. Et il y a du avant la séance, du pendant la séance, beaucoup de pendant, et il y a du après. Ça ne se cantonne pas à l'après, au moment où on analyse. Il faut avoir des éléments analysés, il faut avoir de la donnée en fait. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il y a beaucoup de pendant, parce qu'avant de pouvoir analyser quoi que ce soit, il faut pouvoir regarder, il faut pouvoir lire le réel, prendre des informations, voir ce qu'il se passe réellement dans la classe. Quand je fais des entretiens après une visite, j'essaie de guider la réflexion des collègues avec des questions, j'essaie de les faire analyser, mais en fait, s'ils n'ont pas vu, s'ils avaient d'autres préoccupations, comme je vous l'ai exemplifié tout à l'heure, et comme c'est le cas au début d'une carrière, ils n'auront pas d'éléments à analyser. Donc c'est difficile d'adopter une posture réflexive quand on n'a pas vu ce qu'il y avait à analyser. Et donc, quand je questionne les collègues qui débutent sur ce qui s'est passé pendant la séance, certains, en toute spontanéité, vont me parler de ce qu'ils ont vu, des questions qui leur viennent en tête, de ce qu'ils se sont dit pendant la classe, et ils ne se rendent pas compte que c'est exactement ça la posture réflexive, ils y sont déjà. Et parfois, ils culpabilisent de ne pas avoir déjà de bonnes réponses, alors que c'est pas vraiment ça le but. Même un enseignant expérimenté n'a pas forcément toutes les réponses. On fait des constats, on observe, on ne sait pas toujours quelle réponse apporter, puis après on va tâtonner, on va essayer et on va voir. Donc c'est facile pour moi qui suis dans la classe, qui n'ai rien d'autre à faire que d'observer les processus, c'est ma seule tâche, toute mon attention est là-dessus, donc c'est facile de voir certaines choses, alors que quand on fait la classe, on ne peut pas tout faire et tout voir, et d'ailleurs c'est comme pour nos élèves et les humains de manière générale, on ne peut pas faire plusieurs choses en même temps, sauf quand une des tâches est automatisée. Et ça, je vous en parlais d'ailleurs dans l'épisode 14, grâce aux apports des neurosciences. Donc ce n'est pas grave si vous ne voyez pas tout, si vous ne voyez pas les mêmes choses que les formateurs ou formatrices, ou même que les AESH qui sont, ou que n'importe quelle autre personne d'ailleurs assise dans la classe et qui n'a pas la même charge cognitive que vous. Et puis je vous parlais donc des personnes que je vais voir en visite, et donc il y a ceux et celles qui sont déjà dans une posture réflexive
inconscientes. Et puis, il y en a aussi qui n'osent pas, ou qui n'ont pas vu, ou bien qui étaient déjà bien pris avec la mise en place de ce qu'ils avaient prévu, etc. Et du coup, qui vont plutôt faire un retour sur « ça s'est bien passé, j'ai fait tout ce que j'avais prévu ». Et ça, au début, c'est OK. C'est ce qu'on est capable de faire au début, avant d'avoir vu. Et dans ces cas-là, c'est le formateur ou la formatrice qui va apporter du réel, donc ce qu'il a vu et observé, pour pouvoir permettre à la personne de réfléchir et d'analyser, puisqu'elle n'a pas pu voir. Donc voilà, et c'est par là que je vais commencer, par le pendant la classe, parce que c'est pendant qu'on peut prendre des indices, c'est pendant qu'on vit vraiment les choses, et c'est pendant qu'on doit faire des choix rapides, des petits arbitrages dans l'instant. Donc c'est pendant la séance qu'on peut voir nos élèves. Donc pour cela, ça va impliquer d'être vraiment, vraiment très présent. Il faut pouvoir se dégager de la place dans sa tête pour pouvoir voir vraiment ce qu'il se passe. Donc forcément, plus on aura anticipé son matériel, plus on aura prévu ses consignes, plus on aura imaginé des modalités de travail qui nous libèrent de la disponibilité, où on n'est pas à sauter, à être sollicité partout au four et au moulin, plus on sera cognitivement disponible pour regarder, observer, prendre des données et comprendre ce qui se passe, regarder les procédures des élèves, etc. Et donc, du coup, une fois qu'on est disponible et qu'on peut regarder, qu'est-ce qu'on regarde finalement ? Est-ce qu'on regarde tout ? Oui, on va pouvoir tout regarder. Enfin, non. C'est-à-dire que tout peut être regardé quand on va dans une classe, et parfois il y a des choses qu'on prend qu'on n'avait pas prévu de regarder, mais on ne peut pas tout voir. Et puis, ça va dépendre de vous, de vos élèves, de la séance. Un professeur de collège ou de lycée ne regardera pas forcément la même chose qu'un professeur des écoles. Et même s'il y a des invariants, on va faire des choix en fonction de ce qu'on veut voir, de ce dont on a besoin. Mais ce qui est sûr, c'est que plus on regarde, mieux on regarde, plus on comprend les choses, plus on peut les analyser. Quand on commence à regarder les élèves, on voit des choses qu'on n'avait jamais vues. Et donc, c'est là qu'on va pouvoir se dire « Ah tiens, j'avais pas vu ça la dernière fois, faut que j'y fasse attention cette fois-ci, etc. » Je me dis que c'est peut-être pour ça que nous n'arrivons pas précisément à expliciter ce qu'il y a derrière posture réflexive, parce que ça dépend et que ça évolue avec nous. Au début, on va observer notre ressenti, ou la temporalité, ou juste la participation des élèves, et petit à petit, on va affiner, on va regarder plus en détail qui, quoi, comment, pourquoi, on va faire des liens entre les différentes observations. Alors, je vais essayer de vous faire entrer dans ma tête, de vous dire ce que je vois, ce que je regarde, et vous prenez ce qui vous parle. Il n'y a pas d'injonction, il n'y a pas de vérité absolue, il y a juste des possibilités. Je ne vous dis pas tout ce qu'il faut faire, mais seulement une partie de ce qu'il est possible de faire. Donc, si vous êtes en train d'écouter et que vous vous dites « Oh tiens, j'aimerais bien essayer de développer cette compétence un peu méta de posture réflexive », voilà ce que je vous propose. La première chose, c'est juste déjà de poser l'intention d'en voir le plus possible. C'est-à-dire de vous dire à vous-même voilà, aujourd'hui, j'observe ce qu'il se passe. Et ensuite, de prendre le temps d'écrire ce que vous avez vu, ce que vous avez retenu, ce que vous avez observé. La deuxième chose à faire, c'est de prendre le temps. Parfois, on est dans l'action, on a plein de choses à faire, on veut rentabiliser tous les petits trous pour donner des consignes, faire des trucs, etc. C'est bien, mais on doit se prévoir ou se forcer, en tout cas, à ne pas être dans la suraction. Donc l'idée, c'est vraiment de se prévoir des temps de pause, des temps où on ne dit rien, où on n'étaye pas et où on regarde, on se déplace, on observe, on écoute ce qu'il se passe, on essaye de ne pas trop intervenir, voire de ne pas intervenir du tout si vous y arrivez. Et vous faites comme si vous étiez en reportage dans votre propre classe. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir des temps où on se décentre, où on prend un peu de hauteur et où on regarde juste ce qu'il se passe, comment les élèves sont en train de fonctionner, qu'est-ce qu'ils se disent, comment ils s'y prennent, etc. La troisième chose que vous pouvez faire, c'est de noter pendant. Prenez de quoi écrire avec vous, tout le temps, un bloc-notes, des feuilles blanches, peu importe ce qui vous parle, et soyez juste prêt à écrire
tout ce que vous observez, tout ce que vous voyez. Faites-le pour une séance par jour pour commencer, puis pour différents types de séances, pour des séances d'entraînement, pour des séances, de travail en binôme, de découverte. Et vous pouvez même le faire sur l'entrée en classe, par exemple, ou sur le temps de mise au travail. Si vous vous dites, c'est marrant, dans les temps de transition ou au moment où on entre en classe, je comprends pas ce qui se passe, il y a un truc qui me dérange, je voudrais améliorer ça, prenez le temps d'observer ce qui se passe, de voir qui fait quoi, qui est où, comment ça se passe, qu'est-ce que vous avez dit, etc. Et observez, notez vos pensées, notez vos remarques, notez vos observations. C'est pas obligé de durer longtemps, mais c'est intéressant de pouvoir faire ce pas de côté. Et après, vous pouvez noter soit en vrac, soit de manière organisée. Ça n'a pas vraiment d'importance au début, c'est vraiment comme vous voulez. Et en fait, plus vous regarderez, plus vous verrez, plus vous saurez ce que vous avez besoin de voir, de savoir ou de regarder. Et puis, vous verrez ce que ça vous dit, comment vous l'analysez, qu'est-ce que ça vous donne envie de faire, de quoi vous avez besoin pour la suite, de quoi vous avez besoin pour changer quelle chose. D'ailleurs, qu'est-ce que vous auriez envie ou besoin de changer. Donc, ce que vous pouvez regarder ou noter, et encore une fois, ce n'est ni exhaustif, ni à faire à tous les coups. Donc, pour vous, vous pouvez noter ce que vous dites. Parfois, on se dit des trucs genre « Oh là là, j'aurais dû être plus précise » ou « Oh, dommage que j'ai pas préparé ça » ou « Waouh, je m'attendais pas à ce qu'un tel réponde ça » ou « Tiens, à chaque fois, en maths, il y a machin qui me sollicite et je cours partout » ou alors « Ah, trop canon, j'ai trop bien su donner la consigne, là, ce coup-ci, ça marche bien » ou alors « Ça fait 6 fois que je dois redire la même chose ». Ça, c'est des choses que vous vous dites et qui vous donnent des indications, en fait. Et parfois, on les oublie après, on n'y repense pas. Et donc ça, on peut l'écrire. Vous pouvez aussi observer ce que vous ressentez, à quel moment, est-ce que vous êtes enthousiaste, est-ce qu'il y a des moments qui vous ont stressé, est-ce qu'il y a des moments où vous avez ressenti de la solitude, de la satisfaction. Voilà, tiens, j'ai adoré telle phase, je me sentais bien, oh là là, j'étais pas du tout à l'aise lors de la mise en commun, etc. Donc ça, c'est ce que vous pouvez vous noter pour vous. Après, du point de vue des élèves, vous pouvez regarder vos élèves, que font-ils, que disent-ils, comment réagissent-ils, de quoi ont-ils besoin? Est-ce qu'ils regardent les affichages ou pas? Est-ce qu'ils se débrouillent tout seuls ou pas? Est-ce qu'ils vont chercher les outils ou pas? Est-ce qu'ils se mettent au travail rapidement ou pas? Voilà. Vous pouvez aussi regarder qui a réussi, qui a fini, qui n'a pas fini, qui a aidé, qui a demandé de l'aide, qui n'a pas demandé d'aide, qui était concentré, qui faisait autre chose, etc. Juste factuellement. Vous pouvez également regarder ce qu'ils font avant de se mettre au travail. Est-ce qu'ils regardent autour d'eux? Est-ce qu'ils se rassurent en attendant de voir ce que font les autres? Est-ce qu'ils plongent dans leurs pensées? Est-ce qu'ils regardent par la fenêtre? Est-ce qu'ils vous appellent directement avant même d'avoir lu la consigne? Vous pouvez aussi regarder ce qu'ils produisent, ce qu'ils écrivent, quel type d'erreurs ils font. Ça vous aidera à mieux mener les phases de mise en commun ou de correction ensuite. Vous pouvez aussi écouter ce qu'ils ne vous disent pas, mais qu'ils se disent entre eux. Vous pouvez également observer comment ils gèrent le matériel, qu'est-ce qui leur manque, qu'est-ce qui les gêne. Et donc l'idée, c'est vraiment de vous déplacer, parce que sinon, vous ne verrez que le plus visible. Déplacez-vous, baissez-vous, tendez l'oreille. Et pour faire tout ça, pour en voir le plus possible, ça veut dire que parfois, on devra choisir entre observer et intervenir. Ou alors on devra intervenir différemment. On ne peut pas tout faire. On ne peut pas être baissé auprès d'un groupe et les aider et en même temps observer ce qui se passe dans la classe. Après, vous pouvez aussi observer tout ce qui concerne le matériel, les supports, l'organisation. Donc, vous pouvez regarder les supports que vous avez proposés, ce qui sert moins, les déplacements. Est-ce que le mobilier est utile ou le mobilier qui gêne? La disposition des tables, par exemple, est-ce qu'elle est optimale? Est-ce qu'on a besoin de toutes ces tables? Est-ce qu'on aurait pu faire autrement? Et vous dire, là, par exemple, pour le travail de groupe, je vois que les tables, ça les éloignait, ils s'entendaient pas. S'il y avait eu qu'une table pour 4, finalement, ou pas de table du tout, ça aurait peut-être été plus pratique. Ou bien, je voulais qu'ils travaillent ensemble, mais comme ils avaient chacun leur propre feuille, ils ont tous écrit chacun de leur côté, ils n'ont pas travaillé ensemble du tout. Et donc là, vous observez que le matériel a été un obstacle au travail de groupe.
Ou encore, j'ai eu des difficultés à me déplacer dans la classe pour aller aider Bidule qui est au milieu de la rangée 6. Peut-être qu'il faudrait que je le déplace ou que je change la disposition de ma classe pour pouvoir mieux circuler. Donc ça aussi, c'est des choses que vous pouvez observer et sur lesquelles vous allez pouvoir agir après. Bref, il y a plein de choses à regarder. Ce ne sont pas des entrées, comme je vous le disais, à faire absolument. Ce sont juste des exemples pour vous ouvrir le champ des possibles et vous dire, tiens, c'est vrai que je pourrais regarder ça, 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 ça et ça. Donc pour revenir sur cette idée de posture réflexive, je vous ai parlé du pendant, parce que pour pouvoir analyser et adapter ces préparations qui correspondront donc au avant des séances suivantes, il faut observer la réalité, la mise en œuvre, le processus. Il faut s'autoriser à observer ce que je dis, ce que je fais, ce que je pense, où je suis. Et il faut aussi observer les élèves, ce qu'ils disent, ce qu'ils font, comment ils le disent, comment ils le font. Et après, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, la posture réflexive, après, va s'appuyer sur le pendant et le mettre en lien avec ce qu'on avait préparé avant. Vous vous souvenez, l'intention. On reprend nos intentions, nos objectifs, ce que l'on visait, là où on voulait aller, le sens de notre séance, etc. Et on compare avec ce qu'il s'est réellement passé. Par exemple, je voulais amener mes élèves à tel objectif, j'avais prévu tel déroulement et je pensais, mes intentions, qu'il se passerait ça et que ça se déroulerait de telle manière et voilà ce que je voulais. Et donc finalement, que s'est-il passé ? Qu'est-ce que j'ai vu ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Où est-ce que je suis allée ? Qu'est-ce que je n'ai pas anticipé ? Qu'est-ce que je n'avais pas bien prévu ? Ou alors, qu'est-ce que j'ai réussi ? Qu'est-ce que j'ai vu de mes élèves ? Qu'est-ce qu'ils ont réussi à faire ? Qu'est-ce qui m'a surpris ? Qu'est-ce que j'apprends de mes élèves ? Quel est l'écart entre ce que j'imaginais avant et ce qu'il s'est réellement produit ? Et est-ce que l'objectif est atteint ? Et puis maintenant, qu'est-ce que j'en fais ? Qu'est-ce que ça me donne envie de faire ? De quoi les élèves ont besoin ? De quoi j'ai besoin ? Quelles questions je me pose, etc. Donc toutes ces questions-là, cette mise en lien entre ce que je voulais et finalement ce que j'ai observé et ce que ça me dit, ça va parfois vous donner des pistes, d'autres pistes de réflexion, faire naître d'autres questionnements, et puis parfois vous allez du coup voir ce que vous pouvez tester, mettre en place, essayer et réobserver pour réajuster derrière. Donc je crois que pour aujourd'hui, j'ai suffisamment fait le tour de la question avoir une posture réflexive. Et pour résumer, et j'aurais sûrement dû commencer par là, je crois qu'une posture, c'est une attitude, donc une manière d'être. Et une posture réflexive, c'est donc avoir une attitude qui permette de réfléchir et de développer sa pratique. Et donc c'est une posture dans la classe et aussi après la classe et qu'on donne à voir lors des entretiens professionnels, mais pas que, parce que finalement, on l'a au quotidien. Et là, je vais faire le lien avec l'épisode sur l'état d'esprit. Pour ceux et pour celles qui l'ont déjà écouté, vous reconnaîtrez sûrement l'état d'esprit de développement, parce qu'afin d'être le plus possible dans une posture réflexive et de bien vivre les feedbacks et d'être capable de se faire des auto-feedbacks objectifs et dépourvus de jugements qui nous seraient défavorables, il est indispensable de développer un état d'esprit de développement. Et c'est en étant friand de progrès, d'apprentissage, en ayant conscience qu'on apprend de ses erreurs, qu'on s'améliore, qu'on apprend et qu'on progresse toute sa carrière, toute sa vie, que l'on va pouvoir adopter une vraie posture réflexive dans un état d'esprit de développement pour pouvoir objectivement tirer des apprentissages de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas et qu'on va pouvoir ensuite s'ouvrir à autre chose. Donc finalement, la posture réflexive, ce n'est pas une posture spontanée, c'est vraiment une posture intentionnelle et j'ai même envie d'aller plus loin, de dire que ce n'est pas qu'une posture, c'est aussi un état d'esprit. Si on récapitule, la posture réflexive, elle nécessite donc de regarder, d'observer le réel, puis de transformer ce vécu et ces observations en apprentissage pour pouvoir construire la suite et développer sa pratique et développer son regard, etc. Je vous mettrai en complément de l'épisode un petit document qui récapitule 10 questions à se poser pour pouvoir analyser une séance. Et puis j'espère que cet épisode vous aura permis de mettre du sens
sur cette expression de posture réflexive vous aura donné des pistes de réflexion, aura généré chez vous des prises de conscience. Et puis si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à le partager avec vos amis et collègues qui pourraient apprécier l'épisode également. Merci pour votre écoute. Vous pouvez retrouver les autres épisodes du podcast sur mestrucsdeprof.fr ou sur les différentes plateformes d'écoute de podcast. Pensez à attribuer le maximum d'étoiles pour soutenir le podcast et le rendre plus visible quand c'est possible, notamment sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Et vous pouvez également me contacter via l'adresse mail contact@mestrucsdeprof.fr. Vos retours, vos commentaires, vos partages, vos questions sont vraiment précieux. Merci à toutes les personnes qui prennent le temps de m'écrire et d'échanger. Et si vous voulez recevoir du contenu supplémentaire 2 fois par mois, inscrivez-vous à ma newsletter sur mestrucsdecoach.fr/newsletter. Je vous retrouve bientôt pour un prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous. Bye bye.